Ok, bon bah c'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous partager une présentation. Je vais commencer avec un mot d'introduction. Donc moi, je m'appelle Annette Cochard, je fais partie de l'Agence parisienne du climat. Je suis conseillère et accompagnatrice des copropriétés du 13e arrondissement. Et je suis accompagnée ce soir de Béatrix Orbaïseta, qui, elle, s'occupe du 19e arrondissement. Alors, donc aujourd'hui, on a l'intervention de Pellegrin, architecture. Donc, Monsieur Pellegrin, architecte qui va nous parler de la surélévation et notamment de l'opportunité d'un tel projet combiné en fait à la rénovation énergétique d'une copropriété. Tout d'abord, un petit point technique pour que tout se passe bien durant ce webinaire. Donc, vos caméras sont éteintes, en fait. Tout est normal. Vous ne pouvez pas non plus utiliser votre micro. En revanche, pour échanger avec nous, vous pouvez utiliser l'onglet questions et réponses. Donc, c'est le petit QR que vous voyez donc, en bas de votre écran. Donc, voilà, ma collègue sera chargée de répondre à vos questions, soit par écrit, soit si ça demande une réponse un peu plus soutenue, ce sera Monsieur Pellegrin qui répondra oralement. Il y aura un temps d'échange prévu pour ça. Donc, comme je disais, d'abord un petit mot d'introduction sur l'Agence parisienne du climat. Après, je laisserai la parole à Monsieur Pellegrin et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Alors, notre agence, donc on est situé dans le 12e arrondissement, dans le parc de Bercy. On est une association créée par la ville de Paris en 2011 pour accompagner la mise en œuvre de son plan climat air-énergie. Donc, dans ce plan climat, il y a beaucoup de thématiques donc en lien avec le changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre sur le territoire parisien et l'adaptation au changement climatique. Et autour de ces deux grands volets, on va dire, il y a différentes thématiques sur lesquelles nous, on intervient. Donc, on a le bâtiment, on a la question de l'énergie, des déchets, de la consommation, de la végétalisation, notamment. Et sur le bâtiment, on a évidemment la question de la rénovation énergétique, qui est vraiment notre cœur d'activité. Et on va s'adresser à différents publics, que ce soit donc des particuliers, dans le cadre de notre accompagnement ou dans le cadre de nos événements grand public. On va avoir donc toute la relation avec les professionnels de la rénovation. Et on va avoir donc le côté aussi politique avec la relation avec les élus de la ville de Paris ou donc voilà, tous les acteurs du territoire parisien. Donc, nos missions, quel est notre travail en fait? Donc, sur le volet de la rénovation énergétique, on a tout un travail de conseil donc pour les particuliers, que ce soit pour des travaux à l'échelle du logement ou à l'échelle de la copropriété. On propose aussi tout au long de l'année différents événements. Donc, notre événement un peu phare sur l'année, c'est le Forum Habité Durable qui a lieu la semaine dernière, donc à l'Hôtel de Ville. On a aussi des formats donc plus webinaires comme ceci, donc avec des réponses de pros, des rendez-vous copro. On a aussi des visites de copropriétés rénovées. Et puis, on a un accompagnement personnalisé pour tous les projets de copropriété via notre plateforme Coach Copro, donc sur laquelle n'importe quel copropriétaire peut s'inscrire et être mis en relation avec le conseiller de son arrondissement. Donc, on a aussi toute une activité de publication. Je vous invite évidemment à consulter notre site internet sur lequel vous pouvez trouver régulièrement des articles. On a aussi notre newsletter donc, qui est alimentée tous les mois d'articles et d'informations sur la rénovation énergétique et plus globalement sur la transition à Paris. Et puis, sur le sujet de la transition, on organise aussi différents événements. Donc, on a nos ateliers éco-gestes dans le logement, une fois par mois ou sur une période donnée, où on va chercher à réduire ses consommations dans le logement. On a des cafés climat sur des thématiques variées. On a le défi des clics sur la réduction des déchets, consommation d'eau et énergie. Voilà pour notre activité. Et puis, comme je disais, donc vraiment le centre, c'est vraiment la rénovation énergétique. Donc, on a mis en place une plateforme Coach CoPro qui est gratuite et qui permet de déclencher donc un accompagnement par un conseiller. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de ressources, donc à la fois de la documentation sur la rénovation énergétique, un annuaire de professionnels et une carte des copropriétés rénovées, donc avec plein d'exemples de projets finalisés à Paris ou en région parisienne.
Voilà, j'ai fini pour tout ce qui est côté APC. Donc, on va pouvoir passer maintenant au cœur du sujet avec l'intervention de Monsieur Pellegrin. Et donc, c'est moi qui vais m'occuper de présenter, enfin de diffuser la présentation. Je fais la bascule tout de suite. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous alimenter avec quelques réflexions pendant 1 heure et puis on aura le temps d'échanger. Si on peut envoyer la première page du fichier. Tout à fait, ça. Alors, hop. Voilà, normalement, vous devez l'avoir en plein écran. Moi, je ne l'ai pas. Ah, Béatrix, pas encore. Ok, je retente. Hop. Partager, oui. Soit c'est bon, soit ça n'avait pas été fait correctement. Là, vous la voyez? Voilà, très bien. Ok, parfait. Ok. J'ai mis là dans cette première page la jaquette d'un livre que j'ai fait dans la collection du plan bâtiment durable il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, intitulé Le bonheur est sur le toit, la surélévation raisonnée, et la petite quatrième de couverture dit osons la rupture. Hein. On a des signaux forts, il faut arrêter l'urbanisation extensive, donc refaire la ville sur la ville. Il y a la loi climat et résilience qui aussi est très précise. Il y a la zéro artificialisation nette des sols. Donc, a priori, les indicateurs sont au vert pour qu'on puisse faire une surélévation raisonnée, là où c'est possible. Je dis souvent faire du neuf avec du vieux, parce que ces immeubles supports sont quelquefois triste mine. Et justement, on va voir que la surélévation permet de révéler un trésor caché qui permettra à la copropriété de trouver de l'argent pour rénover tout ou partie à coût zéro, enfin équilibré par cette vente de droits à construire. On peut enchaîner. Très rapidement, donc je suis architecte urbaniste, on est installé à Paris, on est une petite dizaine. Je suis donc architecte comme tous les architectes, on fait de la conception, de la réalisation, on fait du neuf, on fait de la rénovation, on fait toutes sortes de choses. La petite chose qu'on fait en plus, c'est toujours des recherches-développement avec le plan construction, avec l'ADEME, avec la Fondation Bâtiment Énergie, toujours sur le sujet de l'amélioration des réflexions et des outils. Je parlerai un peu de BIM, de maquette numérique, parce qu'elle nous accompagne dans toutes ces réflexions. On va enchaîner. Avantage de la surélévation, on va se plonger dans le bain tout de suite avec un petit projet je vais vous présenter une petite vidéo de 2 minutes. Projet Clavel, qui était une réponse à un appel d'offres, on peut tourner, un appel d'offres du plan construction, lancé par Plan Construction et d'autres acteurs, pour justement émettre des idées nouvelles quant à la rénovation. La suivante. Voilà, donc c'est un immeuble classique, comme il en existe beaucoup, plutôt banal, dirait-on. Hein. J'appelle ça plutôt de la construction que de l'architecture. Ça va être un immeuble de rapport qui a dû être fait à une année, qui est un peu en retrait dans la rue Clavel. Et c'est évidemment une passoire thermique avec une très mauvaise étiquette. Donc, on avait une fiche descriptive qui nous avait été remise il y a plus de 10 ans. Hein. Et on a décidé de travailler là-dessus et on s'est dit ce qu'il y aura dans la vidéo, donc on va enchaîner. Voilà, donc on va la lancer dans 2 secondes. Vous voyez qu'on passe du statut de l'image qui est tout à fait en haut à une image assez radicalement différente. Et là, on peut lancer la petite vidéo. Alors, elle est juste ici. Il y a un son normalement. Hein. Ah, vous n'entendez pas le son? Si? Ok, si. Excusez-moi. C'est bon. Non, on n'entend pas le son. Enfin, je peux faire le commentaire, c'est pas grave. Tu l'entends parce que... Alors, vous l'entendez? Moi, je l'entends, oui. Bon, s'il n'y a pas, je ferai le commentaire, c'est rapide. Vous faites le commentaire? Bon, ouais. On va faire comme ça. Non, ce que je disais, c'est qu'on est face à une construction qui est relativement classique, on en trouve plein dans Paris et ailleurs,
et que l'ambition était de transformer radicalement l'image du bâtiment et surtout de trouver pour la copropriété des moyens financiers permettant de faire une rénovation ambitieuse. Et donc, c'était l'idée de faire une résille qui vienne devant la façade pour pouvoir y accrocher des balcons, des loggias, enfin autant d'atouts qui ont cruellement manqué pendant la période Covid, évidemment. Et donc, en faisant cette résille, ça nous permet d'accrocher tous ces éléments. Et en plus, on faisait sur le toit ces maisons, on ne faisait pas grand-chose, on faisait 270 mètres carrés, mais je reviendrai sur des chiffres que je commenterai pour dire que ça suffisait quand même pour générer un bénéfice appréciable pour ensuite faire toute l'isolation thermique par l'extérieur, éventuellement d'ailleurs du photovoltaïque sur les toitures, et puis revoir les fenêtres, la ventilation, enfin tout ce qui va mal dans un immeuble des années 50-60. Donc, le problème, c'est que cette réaction s'est toujours pas faite et se fera peut-être jamais parce qu'on est en conflit maintenant avec le PLU actuel qui fait que cet immeuble qui était déjà émergent, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu être, il ne pourrait pas être construit aujourd'hui, il dépasse déjà les gabarits, surtout les gabarits latéraux, pas les gabarits par rapport à la rue, puisqu'il est en retrait. Et là, c'était très amusant parce que ces petites dames qu'on a croisées alors que le vidéaste avait pratiquement remballé son matériel, nous disent « Ah ben oui, c'est très beau ça, mais c'est très cher. Ça va être très cher. » Je dis « Ben oui, c'est très cher, sauf qu'avec le bénéfice généré, finalement, vous pourrez faire votre rénovation à coût zéro. » Voilà donc l'histoire de ça. Et depuis, donc, on a cessé de chercher des occasions et des copropriétés qui étaient désireuses de faire ça. Alors, on va enchaîner. L'acte de surélévation, c'est franchement pas une nouveauté. Hein. On va le voir, j'ai quelques slides extraites d'un très bon bouquin, enfin une très bonne étude qu'a fait l'APUR, l'Agence parisienne d'urbanisme, qui montre, j'ai fait quelques extraits, hein, qui a scanné tout. Alors, il regarde des boulevards de plus de 22 mètres, il a repéré 2370 bâtiments sur lesquels il y aurait des surélévations possibles, voilà, par type de voie, par type de hauteur. On peut enchaîner. Voilà, repérer aussi les dents creuses sur lesquelles, là c'est passé un peu vite, mais c'est pas grave, sur lesquelles on peut évidemment agir. Ça, c'est un cas assez facile. Ensuite, il y a ce qu'on vient d'apercevoir qui est les angles. Sur les angles, il y a de quoi magnifier. C'est une volonté de la ville de Paris de marquer un peu les angles sur les carrefours. Donc, on voit bien sûr qu'un examen attentif du tissu parisien, mais du tissu de n'importe quelle ville, permet de trouver des petits spots. Hein. Il ne s'agit pas d'aller décréter que tous les immeubles vont avoir 2 niveaux de plus tout d'un coup, parce qu'il y a après, il y a le droit au soleil, enfin, il y a l'harmonie urbaine. Mais voilà, on peut enchaîner. Voilà, alors selon les gabarits, hein, les architectes qui connaissent bien ces coupes, hein, extrait du PLU parisien, on a droit à différentes hauteurs en fonction de la largeur de voie. C'est les préoccupations hygiénistes qui sont arrivées avec le baron Haussmann notamment. Et donc, la ville de Paris en a conclu, l'APUR, que 10% des immeubles parisiens étaient surélevables. Ça en fait, hein, des immeubles surélevables. Bon, après, ce n'est pas parce qu'ils sont surélevables qu'on va pouvoir les surélever. On va voir que c'est quand même un beau parcours du combattant. On enchaîne. Voilà une petite vue. Là, c'est juste dans le 11e, simplement, en rouge, un repérage des immeubles qui peuvent être surélevés. C'était l'image d'avant. Ah, excusez-moi, je me disais. Voilà, vous voyez, en rouge, c'est un repérage qui a été fait. Donc, ça veut dire que ce travail est illustratif de ce que chaque ville devrait faire. C'est une cartographie avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, faire des cartographies urbaines pour voir qu'est-ce qui peut être finalement de la possibilité de créer des logements sans artificialiser les sols. La suivante nous montre que ce n'est pas une innovation de l'année, hein, du siècle, puisqu'on voit ici, sur le front de Seine, sur l'île Saint-Louis, en violet, vous avez ce qui a déjà été surélevé par le passé. Et donc, voilà, cette pratique, elle existe dans la ville. Ça fait
son charme, ça fait quelquefois des anomalies aussi. Et donc, on va voir dans la slide suivante que finalement la surélévation a toujours existé. Donc, on était Quai d'Orléans, Île Saint-Louis, et les étages surélevés à partir du XVIIIe siècle, qui étaient en violet, vous voyez. Ensuite, alors, si juste avant, revenir sur un point, parce qu'on surélevait, mais on faisait de la toiture. On faisait de la toiture à pente. Et finalement, il a fallu attendre les concepts de l'architecture moderne, le mouvement moderne, avec notamment Corbusier, pour rendre habitable ou rendre utile cette toiture. Et donc, évidemment, une toiture terrasse, ce qui n'était pas du tout, voilà, dans les surélévations anciennes, comme vous le voyez, au XVIIIe siècle, il n'était pas question de faire des terrasses, des rooftops sur le toit. Évidemment, on peut dire quelque part, c'est le Corbusier qui a lancé la pratique du rooftop avec des fonctions multiples, école, terrain de sport, séchoir, solarium, etc., etc. On peut enchaîner. Bon, ici, des sujets évidemment de petites dents creuses, des sujets d'angle. Voilà. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, avant le PLU, il y avait le POS, plan d'occupation des sols, de 77 à Paris. Et les surélévations ont été très limitées par la règle du coefficient d'occupation des sols, le COS, qui limitait la densité à 3, donc ça interdisait de monter. Après, on va voir, les réglementations ont évolué et maintenant, les possibilités sont évidemment beaucoup plus grandes. On peut enchaîner. Voilà, par exemple, avec l'ordonnance de 2013 et la loi Allure 2014, il y a un nouveau champ possible qui s'ouvre pour les surélévations. L'ordonnance de 2013 accorde des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour des projets destinés à l'habitation correspondant à des objectifs de mixité sociale notamment. On peut enchaîner. Voilà, on voit que ces immeubles ont été surélevés, ça se voit, mais quand on est dans la rue, on oublie, tout ça fait partie du paysage urbain, mais c'est partie de l'histoire de la ville. Et avec l'idée du zéro artificialisation nette des sols, évidemment, elle reprend de la vigueur, cette idée. Alors ça, c'est un clin d'œil parce que je suis actuellement dans ce bâtiment-là. Je vous parle sous la toiture marron. Et alors, la grande toiture ardoise, ça c'est dans le 20e, dessiné un bâtiment qui était fait par Louis Sarret. C'est amusant parce que cette planche, j'ai découvert un jour où la ville de Paris faisait un exposé sur son PLU. Et elle voulait dire que voilà, il y avait des bâtiments de caractère qui n'étaient pas classés au sens monument historique, mais c'est une protection patrimoniale municipale. Et pourquoi je vous montre ça? D'abord, c'est un très bel immeuble, mais c'est que vous apercevez dans l'image de gauche, sur la terrasse, sous la terrasse, vous apercevez des petits poteaux blancs. On va passer à l'image suivante. Et bien, voilà, en fait, ce bâtiment a été surélevé. Comment on a pu surélever un bâtiment art déco des années 1930? En fait, ce que vous avez en blanc dans la partie gauche, qui est d'ailleurs l'agence, c'était autrefois une terrasse pergola, béton, à ciel ouvert, comme on en voit pas mal dans les HBM d'ailleurs, aux portes de Paris. Enfin, c'était une écriture architecturale des années 30, 40, 50 pour habiller ces toitures. Quelqu'un a eu l'idée dans les années 90 de la fermer, d'en faire un vrai volume. Et donc, quand la ville présentait ça, elle ne savait même pas qu'il y avait eu cette surélévation. En fait, elle croyait que ça avait toujours existé comme ça. Donc voilà, c'est un peu un petit clin d'œil pour dire qu'il y a des surélévations très discrètes qui sont finalement rendues invisibles. Alors, parmi les avantages qu'on peut compter, c'est évidemment améliorer l'ensemble de l'immeuble, support de cette surélévation, en lui donnant toutes les performances énergétiques qui sont nécessaires, en jouant sur l'énergie renouvelable, sur le verdissement, la biodiversité. Ça va diminuer ipso facto les charges de copropriété puisqu'on crée des mètres carrés en plus, donc les charges seront divisées par un plus grand nombre de mètres carrés. C'est évidemment l'occasion de rénover esthétiquement l'immeuble. Il ne viendra à l'idée de personne d'aller essayer de vendre des logements sur les toits sur un immeuble délabré et ayant mauvaise figure, avec un hall qui n'est pas digne, avec l'absence peut-être d'un ascenseur, même certainement. Voilà. Donc, c'est une occasion de valoriser sa propriété et puis surtout de trouver un financement pour ces travaux de rénovation énergétique. La suivante. C'est vrai que pour vendre correctement les mètres carrés issus de la surélévation, il faut que l'immeuble soit impeccable.
mais pas, ça ne peut pas être que du TOC. Donc l'idée, c'est bien d'améliorer son étiquette et puis de refaire toutes les parties importantes dans la vie d'un immeuble. Pensez au local ordure, au local vélo, aux commodités, au petit jardin s'il y en a un, etc. Et l'occasion de créer un ascenseur ou de financer un ascenseur pour accéder aux étages supérieurs. La suivante. Alors, on pense surélévation, mais il n'y a pas que ça. En fait, il faut se dire, quand on a un patrimoine, est-ce qu'il y a quelque part une possibilité de créer un petit peu de densité, je précise toujours, sans injure au paysage, sans perturbation, mais ce n'est pas donc forcément sur les toits que ça peut se passer. Ça peut se passer latéralement en pignon, ça peut être des plugs qu'on va ajouter, comme dans l'image que je vous ai présentée sur la rue Clavel, qui pourrait être simplement des supports de balcon ou de jardin d'hiver. Voilà. Ça peut être la surélévation, ça peut être l'épaississement, je vous montrerai d'autres exemples. Et donc, évidemment, tout ça, il faut le penser un peu à la manière de plug, c'est-à-dire en utilisant la préfabrication pour limiter les nuisances et le temps de chantier. On peut continuer. Voilà, ces plugs, voilà, ça peut être des balcons, ça peut être des surfaces fermées, ça peut être des constructions en toiture, ça peut être des choses qui viennent se plugger en pignon. Je crois que la slide suivante précise d'ailleurs. Non, là, c'est plutôt ce qui se passe sur les toits, c'était des vues de la Clavel. Voilà. Par exemple, un grand sujet qui frappe aujourd'hui nos logements vétustes. Avec un peu de réflexion, on arrive assez bien à remonter l'étiquette, sauf évidemment quand on est sur un très beau patrimoine qui ne supporte pas d'isolation thermique par l'extérieur. Dans ces cas-là, on fera moins. Mais un immeuble, comme je vous ai montré, rue Clavel, on peut parfaitement remonter son étiquette au niveau B. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va peut-être rendre plus confortable. Et donc là, on voulait montrer l'idée de se dire qu'on pouvait rendre, par exemple, en pignon, parce que c'est souvent là qu'on va trouver les salles d'eau, eh bien, si on a la possibilité de plugger une nouvelle salle d'eau, on peut rendre le logement accessible PMR, en tout cas la salle d'eau PMR, qui serait impossible à rendre possible à réaliser dans un immeuble ancien, sauf à supprimer une pièce entière, parce que souvent, ce sont des petites surfaces. Voilà. Donc, c'est penser à toutes ces idées d'amélioration, pas seulement de la thermique, mais de l'usage, et notamment penser au maintien des personnes à domicile pour un confort de vie avec des équipements bien plus agréables et bien plus adaptés au handicap. La suite, on enchaîne. Voilà. Alors, oui, j'ai dit tout à l'heure, on va diminuer les charges de corporité puisqu'on augmente les millièmes et on trouve les moyens pour repenser tout, enfin, le parcours vertueux d'une amélioration d'un bâtiment, l'isolation, le chauffage, les ravalements futurs, les entretiens courants et puis ascenseur s'il y a nécessité d'en créer un. Allez, je vous balance quelques chiffres. À Paris, on ne construit pas, enfin à Paris ailleurs, mais à Paris particulièrement, parce que les coûts de chantier sont chers, parce que les droits de voirie sont chers, parce que les contraintes d'accès sont élevées. J'ai mis un coût de travaux à 3 500 € du mètre carré. C'est vrai que quand on construit au sol, sur un terrain vierge, on ne va pas être à 3 500 €. Donc, c'est vrai qu'on a un coût de construction plus élevé. Si j'ajoute à ça les 20% d'honoraires divers, maîtrise d'œuvre, assurance, contrôleur technique, SPS, etc., on arrive à 4 200 € hors taxe du mètre carré. Mais on sait que sur les toits, on va vendre à Paris certainement au-dessus de 10 000 € hors taxe du mètre carré, parce qu'on va avoir des logements BBC, RE 2020, qui ne consomment rien, qui ont une vue magnifique, forcément, puisqu'ils sont en haut. Et si on fait la différence, eh ben, ça laisse 5 800 € hors taxe de marge par mètre carré créé. Là, appliqué à l'affaire de Clavel, 240 000 par 5 800, ça faisait 1 392 000 de bénéfices générés, ce qui permet de payer largement les travaux. On avait évalué à 750 000, l'achat des droits à construire, parce que vous allez passer par un promoteur, on y reviendra plus tard, et bien sûr, il ne va pas vous faire le cadeau de tout ça, parce qu'il prend des risques. Les indemnités éventuelles, si vous faites du tort à l'un ou à l'autre, et puis la rémunération du promoteur et de sa marge. Ensuite,
Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a quand même 50% d'économie sur la facture de chauffage, qui est, avec la folie des prix aujourd'hui, quand même plutôt appréciable. Il y a toutes les aides qui sont quand même importantes aujourd'hui, ma prime rénov'. Et puis, il y a la valorisation patrimoniale. Nous, toutes les rénovations qu'on a pu mener jusqu'à l'étiquette B, eh bien, il y a eu plus de 1 000 euros, au minimum 1 000 euros hors taxe du mètre carré, une fois les travaux terminés, pour en général un investissement au mètre carré de l'ordre de 300 euros. Donc, vous voyez que ce n'est pas ça qui amène de l'argent frais, mais en tout cas, ça valorise grandement le patrimoine. C'est-à-dire qu'un 3 pièces 60 mètres carrés, il verra augmenter sa valeur sur le marché de 60 000 euros, où il évitera une perte de valeur de cet ordre-là. Les loggias, les balcons que l'on crée, là, ce seraient des dépenses privatives en option pour ceux qui les veulent, ceux qui posent des problèmes, parce que voilà, il y a l'harmonie générale, il faut se décider à un moment qui veut son balcon, qui veut sa loggia, qui veut, etc. La suivante. Alors, il y a après les sujets de la fiscalité. Sachez que si le syndicat des copropriétaires réalise une opération, il est assujetti à la plus-value immobilière fiscale, et ça peut faire mal. Par contre, s'il vend ses droits à construire, la plus-value n'est pas imposable. Et bon, la loi de finances de 2018, mais elles le font toutes, j'aurais dû réactualiser cette slide, elles le font toutes chaque année, elles prorogent jusqu'au 31 décembre suivant l'exonération. On va voir si ça va continuer ou pas. On me dit que dans le dernier PLU, la ville souhaite augmenter le potentiel de surélévation. Continuons. Je vais vous passer quelques exemples rapidement, comme ça, puis encore une fois, vous aurez ces slides, vous pouvez y revenir. Ces exemples sont issus de différents ouvrages, j'ai mis une petite biographie à la fin. Voilà une surélévation d'un immeuble à Montreuil qui montre franchement la différence. Voilà, on met le doigt, j'ai surélevé, voilà ce que ça donne. On ne cherche pas à cacher la surélévation. La suivante. Ça, c'est un petit clin d'œil parce que ce n'est pas une copro, c'est une maison, mais c'était aussi un petit bâtiment en 1930 qu'on a coiffé. L'extension fait 40 mètres carrés, hein. Mais ça change la vie totalement de l'usage du logement. Donc, il ne faut pas s'interdire de rêver. Ça, c'est des exemples d'un bouquin suisse qui, les Suisses, les Allemands sont bien plus en avance dans cette pratique de surélévation. Et puis, ils y vont avec, je dirais, de l'audace, une écriture architecturale résolument contemporaine. Généralement, ils marquent la différence, ils affirment la modernité sur un support des années 70 en l'occurrence. On peut enchaîner, voilà d'autres marquages aussi, là, où on différencie l'extension. Vous avez dans les coupes les parties surélevées. Alors, vous remarquerez que tout ça, c'est évidemment à base d'ossature bois. Mais on voit qu'il n'y a pas d'exclusion sous réserve que le bâtiment porte. Vous pouvez faire de l'acier, même du béton. La constante quand même, c'est de favoriser la filière sèche pour, encore une fois, limiter le temps de chantier, c'est-à-dire amener sur le toit des éléments préfabriqués pour réduire et les nuisances et les délais. On peut enchaîner. Voilà d'autres exemples, toujours avec un marquage quand même différent du bâtiment support et de l'extension, là, 2 niveaux d'excroissance. Alors ça, bon, c'est un peu atypique, c'est un projet qu'on a fait, pour ceux qui connaissent la Place de la Nation, ça faisait, depuis que la Place de la Nation existe, il y avait cette dent creuse au-dessus du magasin Casino, sur la photo de gauche, et le projet, ce n'est pas de l'habitat, c'est une auberge de jeunesse. Mais juste pour vous montrer que bon, on a fait tout ça en bois. On va voir dans les images suivantes. Filière sèche, quand je vous dis de la filière sèche, voilà, vous voyez que les façades sont en bois, en CLT, les refends sont en bois, les planchers sont en bois, les cages escaliers dans l'image en haut à droite sont en béton, mais en béton préfabriqué, ce qu'on appelle un prémur, dans lequel on vient couler ensuite un liant. Voilà, donc pour vous dire les techniques un peu, on n'est pas sur une copro, mais c'était pour vous dire un peu les genres de techniques qu'on peut utiliser quand on va surélever. Alors bien sûr, le magasin Casino, il a dû fermer le temps qu'on passe 40 000 micropieux quand même pour supporter la charge. Et évidemment, on ne s'appuie pas sur le magasin, on n'a fait que le traverser. Ensuite, voilà quelques images, quelques séquences. L'image en bas à droite, à l'extrême droite, c'est pour vous montrer qu'on avait au début, j'avais été appelé là-dessus parce que
j'ai fait beaucoup de réalisation modulaire 3D, plus de 1000 maisons, avec le groupe Beneteau, avec lequel on a développé le concept des maisons-musées. Et au début, Place de la Nation, on s'est dit, tiens, on va faire ça en modulaire 3D, le chantier, on va le faire comme ça, sachant qu'une maison est posée en une journée, hein, donc on va le faire en 15 jours, et puis après, on fait les finitions, bien, même si dans ces volumes-là, tout est fini. Hein, il y a le radiateur, il y a la fenêtre, il y a la plomberie, il y a tout ça. Mais le revers de la médaille, c'est que quand vous additionnez des modules les uns sur les autres, et bien vous cumulez l'épaisseur du plafond du module du bas avec le plancher du module du haut, et vous arrivez à des 60 cm faciles d'épaisseur. Et donc, quand vous en mettez 4-5 niveaux comme ça, ben, vous perdez vite un étage. Donc, on a abandonné le 3D pour passer au 2D. Donc, il faut réfléchir à toutes ces techniques en fonction ben, justement des dimensionnements des matériaux, de leur poids, bien sûr. La suivante. Ça, c'est un autre exemple pour vous montrer. Alors, c'est pas une copro, mais ça aurait pu être une copro, mon-orientation. On a doublé, c'est pour HSF, c'est à Paris, rue Axo, on a doublé l'épaisseur du bâtiment. Avec zéro artificialisation nette, on a quand même créé 35 chambres, 1000 mètres carrés, sans artificialiser 1 mètre carré, parce qu'on s'est mis sur pilotis, et on a pu doubler la capacité. Donc, ça, c'est pour montrer cette extension par épaississement du bâtiment. La suivante. Bon, voilà des vues arrière. Alors, ça vous semble bien compliqué, là, le travail. C'est pas de la manière, c'est pas du maniérisme architectural, c'est parce que il fallait pouvoir passer les prospects en profitant. Les biais nous permettent de gagner, enfin, respecter la règle des 8 mètres par rapport aux limites. Donc, c'est la dentelle architecturale, ce n'est pas de l'élucubration, c'est ce qui permettait de créer des mètres carrés en répondant à tous les points du PLU. La suivante. Ça, ben, c'est une génération qui ne se fera pas parce que voilà, il y a beaucoup de déchets hein, dans les choses. On avait ici fait la tournée de tous les services jusqu'au maire d'arrondissement qu'il ne faut jamais oublier, qui me dit ouais, ok, c'est bien. Voilà. Et quand on a affiché le panneau de permis, ben, ça a commencé à téléphoner à la mairie, les riverains, les gens disent ouais, c'est quoi, etc. Et donc, le maire nous a rappelé, on lui dit bah, écoutez, c'est vrai, j'ai eu tort de ne pas faire la réunion de concertation parce que je pensais que votre projet passerait sans difficulté. Et on va faire maintenant la réunion de concertation que j'aurais dû faire avant. Et à la réunion de concertation, ben, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de levées de boucliers. Et finalement, on a renoncé au moins sur rue. On fait d'autres choses après derrière dans la cour. Mais c'est pour vous dire voilà, qu'il y a du déchet. Et je reviendrai sur ces questions-là parce que c'est un long parcours qui demande des semaines de travail. Et quand on se fait fracasser au dernier moment, ben, on n'est pas très content. La suivante. Alors, maquette BIM, ben là, on n'a pas le temps, mais voilà, nous, on utilise beaucoup de numérique, c'est-à-dire que ça permet de montrer, et les prospects en maquette numérique, ça permet à tout le monde de comprendre instantanément le projet. Ça, c'est un chantier qui va bientôt démarrer, rue de Toul. Mais c'est pareil, c'est des permis obtenus il y a 2 ans. Je vous montrerai la suivante, je pense. Alors ça, voilà, pareil, projet abandonné, en plein 5e arrondissement, on devait faire 790 mètres carrés, et puis mauvaise entente dans la copro, le président syndical, du conseil syndical qui a vendu entre-temps, mais qui a fait quand même inscrire tous les petits Velux qu'on voit sur la toiture, en haut à gauche, comme des parties privatives, inaliénables, etc. Donc, ils se sont tirés une balle dans le pied. Maintenant, c'est plus possible, sauf à revoir complètement, il faut la majorité absolue, non, il faut aucune opposition, revoir complètement le règlement de copropriété pour rendre à nouveau l'extension possible. Vous voyez, on a travaillé quand même 2 ans et demi, 3 ans sur ce projet. Ensuite, alors des exemples d'autres confrères, là dans le 19e, une surélévation qui est en train de se terminer, je crois. Vous trouverez ça avec il y a des exemples de coûts, hein, je ne vais pas les commenter. Il y a eu 300 mètres carrés de créés. Ça vous montre une diversité de solutions utilisées. La suivante. Un autre exemple qui est assez connu, fait par Didier Mingry. Voilà, là, c'était, vous voyez, fallait oser d'abord imaginer que sur ce grand pignon, on pourrait s'adosser. Alors forcément, c'est des immeubles, comme on dit, des logements placards, ils sont mon orientation. Mais voilà, pourquoi ne pas utiliser tous ces petits résiduels
un coût de construction qui était à l'époque, en 2015, de 2 762 € par taxe du mètre carré. La suivante. Là, c'est à Lyon. Hein. Il n'y a pas que c'est pas l'apanage de Paris, c'est un nouveau facteur. Donc là, un gros programme avec du neuf à côté. Ensuite, oui, dans ce programme, pardon, non, juste revenons un cran en arrière, il y a la surélévation qu'on devine bien, mais il y avait aussi un résiduel de constructibilité sur le terrain. Ça, évidemment, c'est de l'or en barre pour la propriété. La suivante. Alors, on a le sujet des appartements de montagne, hein, qui sont des vrais passoires. Ils ont été construits dans les années 60. Et donc, le sujet de la surélévation a déjà été embarqué depuis un moment en montagne. Donc, c'est une pratique assez courante qui permet finalement de trouver les moyens de mettre en conformité, si on peut dire, au moins sur le plan thermique, voilà, de rapporter un confort qui n'existait pas du tout et de limiter les charges qui sont évidemment souvent très écrasantes en milieu de montagne compte tenu des climats. La suivante. Voilà, là c'est beaucoup plus modeste. Alors je suis un peu loin de mon écran. C'est Anne Margaras qui a fait cette petite extension pour un particulier. Il y a aussi ce cas-là, l'habitant du dernier étage qui arrive à convaincre sa copropriété que lui, il va racheter ses droits, il va évidemment donner de l'argent à la copro, mais en même temps, il s'étend. Voilà, ça, c'est des formules qui peuvent se faire évidemment sans promoteur sur élévation, puisqu'il n'y a qu'une personne qui est concernée. À la limite, il y aurait 2 ou 3 personnes du dernier étage qui sont concernées. Ça pourrait se faire de manière plus simple, directement avec son architecte, une bonne entreprise, etc. Bon, il faut quand même avancer les fonds. Hein. La suivante. Alors ça, enfin, on va pouvoir démarrer ce chantier. On a le permis depuis 3 ans. Mais il y a un monsieur qui habitait en face, pas en face à droite parce qu'il y a un cimetière, mais en face à gauche, qui a estimé qu'on lui faisait de l'ombre sur sa terrasse en hiver. Et je lui ai dit, oui, monsieur, effectivement, comme on fait nos maquettes numériques, nous permettent de faire des simulations d'ensoleillement, il a dit précisément à quel moment il y aurait un peu plus d'ombre à cause de cette surélévation. Bon, il a pas aimé, donc il a attaqué le permis, il s'est fait débouter, il a attaqué à nouveau en disant oui, mais il y a une marche pour entrer dans votre local vélo, je ne sais pas quoi, ce qui était d'ailleurs faux, mais bon, toujours est-il que ça a encore continué la procédure. Après, il est allé en appel, après, il est allé en cassation, il s'est fait débouter à chaque fois pour recours abusif notamment, avec une sanction tellement légère que ça ne dissuade aucun de ceux qui s'amusent au recours dit abusif. Et enfin, maintenant, on peut démarrer les 3 ans de perdu. Voilà. On fait 12 logements, on fait 790 mètres carrés. Je vous dirai pourquoi on ne va pas au-delà des 800 tout à l'heure. Allons-y, continuons. Alors, évidemment, quand on construit sur le toit, c'est du neuf, hein, ce n'est pas de la réhab. Donc, on est soumis aux réglementations des bâtiments neufs. Donc, performance thermique, c'est l'ARE 2020. Accessibilité, donc là, il va falloir quelquefois aller plaider la cause parce que ce n'est pas toujours facile. Et puis, la sécurité incendie, le fameux désenfumage avec cage d'escalier. Aucune cage d'escalier des immeubles 70, ça a commencé en 80 avec la réglementation 80. C'est les empoisonnements des cages d'escalier. Donc, on se trouve quand même face à des problèmes qu'il faut négocier, qu'il ne faut pas sous-estimer et qui demande beaucoup de temps et de concertation. La ville de Paris peut émettre de bon droit d'ailleurs des exigences particulières. Ah, vous surélevez, vous me faites recours aux énergies renouvelables, vous faites de la végétalisation, vous me faites de la récupération des eaux de pluie. Si vous faites vous changez une toiture sur un immeuble, aujourd'hui vous avez 100% des gouttes d'eau qui vont instantanément à l'égout. Vous faites une surélévation avec une toiture terrasse, vous devez avoir 0% qui retombe instantanément à l'égout. Donc, il faut gérer, récupérer l'eau, la gérer, c'est du poids en plus, ou la redescendre avec des pompes de relevage après. Il y a aussi, alors ce n'est pas à Paris, puisque depuis la mandature de Mme Hidalgo, il est interdit de faire des places de stationnement quand on construit, ce qui est une bonne mesure, parce qu'avant, ça arrachait les cheveux pour trouver des parkings avec ascenseur, machin. Bon, mais dans les autres villes, il y a toujours ça, et ça peut poser quand même des problèmes parce que si vous ne trouvez pas dans le périmètre des 300 mètres des parkings à acheter pour vos résidents, le projet peut très bien ne pas être… il y a des exemples dans le petit bouquin que je vous ai montré, où à Lyon, ils ont dû finalement faire du rez-de-chaussée, un parking. Voilà.
montrer quelques voitures. La suite. Alors, on va voir un peu quelques règles, on va passer vite. Bon, il y a trois grandes règles, trois grands critères qui régissent la question des hauteurs. C'est les règles de volumétrie, c'est les gabarits. Il y a les règles de paysage qui fixent les hauteurs limites. Hein, pareil, il y a des vélums, voilà. Et puis des règles d'aspect qui dictent l'aspect extérieur des constructions. Ensuite, donc vous avez tout ça, c'est en fonction des gabarits, vous avez des profils, enfin bon, les architectes connaissent ça, qui vont permettre de calibrer le projet de surélévation. On peut continuer. Alors, il y a eu des choses, on l'a aperçu tout à l'heure avec l'ordonnance Duflot 3 octobre 2013, principe de dérogation à certaines règles du PLU qui permet à l'autorité délivrant les autorisations d'urbanisme de déroger aux règles du PLU relatives aux gabarits, hauteur, au stationnement. Ça, c'est dans un objectif de mixité sociale. Inutile de vous dire que c'est pas souvent invoqué. Les bailleurs, ils peuvent le faire, peut-être sur leur toit, mais en fait, bon, c'est pas évident. Ensuite, on va le voir à la page suivante, il y a plein de règles pour que donc l'immeuble qui est au centre vienne s'aligner sur le gabarit le plus haut. Je ne vais pas commenter les 4 séquences, mais chacune a son explication et c'est un peu ça la Bible. On pourrait se dire, oui, mais si l'immeuble de droite, lui, veut un jour se surélever, c'est un peu la course à l'échalote après, on ne sait plus où caler les curseurs. Pour l'instant, c'est quand même assez bridé. Retenez que quand vous avez une dent creuse, vous n'aurez pas d'opposition, même, enfin, ce n'est pas forcément acquis parce qu'il se dit que certains voudraient justement préserver ce caractère aléatoire de nos rues avec des dents creuses, avec des émergences, etc., et pas tout boucher. Donc aujourd'hui, franchement, sur Paris, on ne sait pas trop. Entre une volonté politique qui dit on veut favoriser la surélévation et la réalité de ce qu'on vit tous les jours, nous, en circulant dans les services, on voit que ce n'est pas forcément les mêmes consignes qui sont appliquées. La suivante. Bon, ça, j'aurais dû l'enlever, pardon, on l'a vu tout à l'heure, la suivante. Alors, petit sujet qui intéresse la CoPro, comment on va faire pour voter? Alors, il y a la suivante, il y a les règles, vous connaissez les règles de vote, l'article 24, majorité des voix des copropriétaires présents représentées, l'article 25, majorité absolue de toutes les voix, l'article 26, réunir à la fois les 2 tiers des voix et la majorité de tous les copropriétaires. Il ne faut pas ignorer ces clés de vote, hein, parce que le projet de surélévation, c'est perturbant. Donc, il faut accompagner ça de beaucoup de pédagogie. La suivante, c'est, oui, ce qu'il faut retenir, c'est que avant, les copropriétaires du dernier étage, ils avaient un droit de veto. La loi LUR a fait tomber ça. En revanche, ils sont prioritaires s'ils veulent acquérir ou ils peuvent eux-mêmes, s'ils veulent réaliser le droit de surélévation, s'ils peuvent acquérir les droits surélevés. Il faut savoir qu'à partir de 800 mètres carrés, il y a l'obligation de faire 20% de logements sociaux. Donc, à mon avis, vous ne verrez jamais aucun projet dépassant 799 mètres carrés parce que je ne vois pas quelle copropriété voterait le fait d'avoir du logement social sur l'endroit le plus majeur de la... Je me trompe peut-être, hein, on verra dans le débat, mais voilà, je pense que c'est un frein pour limiter un peu les choses. Alors ensuite, l'autre grand sujet qui nous frappe aujourd'hui, en dehors de la zéro artificialisation, c'est effectivement des règlements climatiques et renforcement des résiliences. C'est un moyen, cette réglementation du ZAN, zéro artificialisation nette des sols, voilà, c'est un indicateur pour les villes aujourd'hui qui ont quand même besoin de créer du logement et la surélévation donc apporte cette possibilité tout en profitant aussi à faire émerger des îlots de fraîcheur, puisque bien sûr sur ces extensions, peu du temps, il y aura du végétal, et donc on peut faire comme ça d'une pierre deux coups. N'oublions pas aussi qu'il y a aujourd'hui quand même un truc qui a fait vraiment bouger les curseurs entre la chasse aux passoires thermiques et l'interdiction, comme vous le voyez sur le graphe, de louer pour les bailleurs des biens
qui ont les étiquettes G en 2025 ou F 2028 ou E en 2034, et on dit que ça pourrait même s'accentuer et toucher le D. Ça, plus l'augmentation du prix de l'énergie, on voit maintenant qu'il y a vraiment un emballement des copropriétés, alors qui est surélévation ou pas surélévation, pour s'améliorer. Parce que les bailleurs, qui étaient toujours ceux qui votaient contre les travaux parce que ça nuisait à leur entrée de loyer, sont les premiers à vouloir faire voter les travaux parce que sinon, c'est le revenu qui s'écroule. Et la plupart des copropriétaires qui, eux, étaient très fanats de toute façon de faire les travaux, quand ils voient ce qu'ils vont dépenser ou ce qu'ils ont dû déjà dépenser en énergie pour se chauffer, finalement, si on fait le calcul entre toutes les aides que l'on reçoit et le reste à charge avec un découpé TZ sur 15 ans, ça risque de coûter moins cher de passer dans une belle rénovation que de ne rien faire et de payer plein pot chaque mois à une somme qui sera bien supérieure au reste à charge avec ma prime rénov. La suivante. Bon, focus sur les règles spécifiques, on va enchaîner. Donc oui, j'étais sur les votes, mais bon, peut-être pas trop m'appesantir sur ce droit-là. Par exemple, ici, quand même, la décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment surélevé, statuant à la majorité indiquée ci-dessus. Bon, un immeuble, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans une copro, il y a plusieurs choses. Donc, il faut connaître un peu, plonger dans le règlement de copropriété, connaître un peu le droit du urbanisme et la loi de 65 avant de promettre monts et merveilles à une copro. Il y a vraiment une analyse juridique à faire. L'histoire des combles en copropriété, eh bien, voilà, on peut proposer l'aliénation des combles parties communes pour surélever au profit des autres copropriétaires. À ce moment-là, c'est une partie commune, quelqu'un va se l'approprier, enfin, va payer au syndic, pas au syndic, à l'ensemble des copropriétés, le droit à construire pour privatiser cette partie commune. Voilà, on peut aller à la suivante. Alors, il y a aussi des sujets pour protéger les intérêts de la copropriété. La suivante, on a dit qu'il y avait le droit de veto qui était supprimé, le droit du propriétaire de priorité des copropriétés de dernier étage et notification obligatoire de la vente du droit à construire aux copropriétaires du dernier qui peuvent préempter et réaliser la surélévation en mode groupé ou non s'il est seul. Transfert le droit de surélévation à un tiers. Ça veut dire qu'on va s'adresser à ce qu'on appelle un promoteur de surélévation. On peut aller à la suivante. Alors, c'est vrai que le syndicat des copropriétaires, c'est le maître d'ouvrage au sens des acteurs du bâtiment. Par contre, ce n'est pas un maître d'ouvrage professionnel. Donc, s'il veut faire le projet lui-même, il aura quand même bien du mal à trouver un assureur et un financeur pour lui permettre de le faire en disant non, on va le faire nous-mêmes parce que le promoteur va nous prendre plein de sous. Donc, les deux autres solutions envisageables, c'est évidemment la surélévation indirecte par un promoteur, voire par un AMO solide qui pilotera tout le problème. Après, il y a forcément la question des préjudices à voir au cas par cas. S'il y avait un Velux justement qui sortait et qui amenait du jour, eh bien, il faut réfléchir à tout ça, voir les indemnités. Il n'y a pas de barème, hein, tout ça se discute. Donc, on peut aller à la suivante. Mais c'est des points qui peuvent être très bloquants et qui peuvent amener des mois de délai supplémentaire. Les préjudices, quant aux préjudices justement subis par les copropriétaires, on peut mettre la suivante. Troubles excessifs de voisinage, perte d'ensoleillement et de vue, perte d'un éclairage zénithal, donc il faut trouver des indemnités compensatoires, et savoir que sur l'indemnité éventuelle au profit des voisins, c'est rarement admis. Je reprends l'exemple tout à l'heure avec notre voisin qui nous a bloqué pendant 3 ans, là, d'en face. Le droit au soleil n'est pas inscrit, sauf vraiment préjudice excessif. Et nous, on était parfaitement conformes, on était même en deçà du gabarit PLU. Donc, je lui avais dit, monsieur, c'est pas nous, on n'y est pour rien, c'est le PLU qu'il fallait attaquer.
sauf que le PLU, il a été voté entre-temps. Donc, vous voyez, là, on se retrouve un peu entre les mains des juges, appréciation souveraine des juges. Il n'y a pas de barème, tout ça n'est pas tarifé, c'est la négo. Ensuite, on peut passer la suivante. Bien sûr, il faut faire un référé préventif. Il y a les recours gracieux, donc tout le monde peut agir, mais il faut démontrer son intérêt à agir. Donc, ça peut être un riverain, une association de défense. Alors, bien sûr, dès que vous allez modifier le paysage parisien, on est à Paris, mais où que ce soit, vous allez attirer les foudres des gens qui ne sont pas d'accord. Forcément, vous changez leur paysage, vous bouchez quelques vues. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait plutôt des réactions de réticence. Mais bon. Donc, le PC, une fois affiché, on sait qu'il est opposé à un vote tiers. Ils ont 2 mois pour contester et généralement, à 2 mois moins un jour, vous avez, juste la veille de l'expiration finale, vous recevez les recours, évidemment, et là, ça peut prendre beaucoup de temps. La suivante. Après, il y a le recours contentieux qui peut être lancé, ou en même temps, même qu'un recours gracieux. Voilà, bon, après, ça dépend de la tournure des événements, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des projets qui sont abandonnés, parce qu'il y a un moment où c'est plus possible d'être soumis à des recours qui peuvent rendre l'affaire non plus, qui peuvent attaquer la rentabilité de l'opération par rapport au prix de construction au mètre carré créé. La suivante, il y a donc cette fameuse ordonnance de juillet 2013 qui s'est attaquée aux recours malveillants, les recours dits abusifs. Voilà. Donc, effectivement, celui qui a le projet pourrait aussi demander des dommages et intérêts auprès du juge contre le recoureur abusif. C'est ce qu'on a eu sur notre opération bloquée pendant 3 ans, sauf que le juge, face au promoteur, il dit voilà, il y a un particulier face à un promoteur qui va faire plein de mètres carrés, ok, il a eu tort d'attaquer, mais voilà, la sanction est tellement bénigne que ça ne dissuade pas du tout. L'amende qu'il a dû verser ne dissuade pas, n'est pas assez dissuasive. Ensuite, alors, conditions pour surélever en copropriété, pour résumer, réserve de droit de surélévation. Et ça, il faut regarder s'il y a des documents dans le règlement qui le stipulent, ou par la cession par le syndicat des propriétaires du droit à surélever, par la constitution de lot comportant le droit de surélever pour le copropriétaire. Ensuite, il ne faut pas oublier que donc on va créer des tantièmes, donc il faut revoir le règlement de copropriété, il faut faire intervenir un géomètre expert, voilà, il y a tout un travail à faire pour remettre la copropriété d'équerre par rapport aux surfaces. Et évidemment, ça a un coût qui est pris en charge. Enfin, quand c'est le promoteur sur relation qui mène l'affaire, évidemment, il englobe dans sa partie tous les coûts. C'est pour ça qu'il reverse à la copro une somme de laquelle il déduit tous ses frais, évidemment les frais de construction, les frais d'honoraires, assurance, architecte, bureau d'études, etc., les sondages qu'il faut faire, les risques, etc. Alors, on s'approche de la fin. Je voudrais décortiquer un petit peu la faisabilité, les différentes étapes. Moi, je prends les choses dans cet ordre-là. C'est-à-dire, je commence par évidemment une faisabilité administrative. On ne va pas faire rêver une copro en lui disant tiens, on va vous surélever si on n'a pas vérifié qu'administrativement, on a le droit de le faire. Très vite et parallèlement, il faut faire une faisabilité architecturale parce que ce n'est pas parce qu'on a le droit de construire que ce droit sera accordé si on n'a pas une écriture architecturale qui va emporter l'adhésion de tous. Il y a bien sûr aussi très vite la faisabilité technique, parce que vous n'allez pas rajouter 2 niveaux sur un immeuble faubourien qui en comporte 2. Ou alors, il va falloir descendre des fondations, etc. Par contre, sur un immeuble béton des années 70 qui a 6 niveaux, déjà 3 niveaux de sous-sol, vous pouvez rajouter 1 niveau ou 2 au-dessus. Bien sûr, il faudra faire les sondages, il faudra faire toutes les précautions, mais il n'y aura pas de sujet parce que les marges, on sait que les codes calcul de l'époque étaient tels qu'il y avait des marges de sécurité et que le surpoids d'un étage sur
Si c'est existant, plus 3 niveaux de sous-sol, je ne dis pas c'est négligeable, mais on sait que ça passe. Faisabilité juridique, il faut bien regarder tout avec les tiers, les voisins, etc., la COP elle-même, et puis évidemment la faisabilité financière. Alors, on va regarder quelques chiffres d'ailleurs. Alors, oui, c'est ça. Il y a le sujet de la boucle qu'il faut parcourir. Tous les coups, vous aurez l'Architecte des bâtiments de France, vous aurez, selon l'intérêt du bâtiment, l'Association du Vieux-Paris ou l'Association patrimoine 20e, vous aurez aussi le maire d'arrondissement. Et vous avez bien sûr l'architecte Voyer, et puis l'architecte d'origine ou ses ayants droit. S'il est décédé, ses ayants droit sont consultables jusqu'à 70 ans après son décès. Et puis, en fonction de ce que vous allez faire, vous aurez aussi les services de sécurité à voir, etc. Donc, vous voyez que c'est une boucle qui est importante. Et on peut aller à la suivante. Et c'est pour ça que moi, je plaide depuis quelques années, et on en a parlé avec certains élus à Paris qui disent qu'effectivement, ce serait sans doute faire. Il faut qu'on crée un guichet unique pour savoir si en une réunion avec toutes les parties prenantes, ça vaut le coup de travailler pendant des mois à risque, de faire rêver une copro sur des recettes importantes qu'elle n'aura peut-être jamais, parce que si on se fait fracasser au dernier moment par un avis négatif, on a perdu tous 1 an, 2 ans, 3 ans, et on a brisé plein de rêves. Donc, il faudrait que la ville crée une commission. Moi, je l'ai fait sur un projet, ce n'est pas la surélévation, mais on a réhabilité la tour Super-Montparnasse, qui n'est pas la tour Montparnasse, mais qui est un IGH d'habitation dans le 15e, qui est dessiné par Zerfus, illustre architecte, donc une opération très surveillée, puisque c'était un IGH, donc très visible. Et là, la BF de l'époque avait mis la procédure de la concertation en place. C'est lui qui a convoqué tous les services, et donc en une réunion, on avait toutes les parties prenantes pour présenter notre projet, discuter. Ils nous ont fait quelques observations. Il y a eu un rendez-vous pris pour une deuxième réunion 1 mois ou 2 mois après, le temps qu'on… Voilà. Et à cette deuxième réunion, il a dit « OK, vous pouvez déposer ». Voilà. Vous imaginez que ce parcours du combattant, quand vous avez bouclé la boucle, alors quelquefois vous terminez avec le maire d'arrondissement, c'est peut-être par lui qu'il faudrait commencer. S'il vous dit autre chose, eh ben, il faut refaire la tour, le tour. Voilà. Et en période Covid, vous imaginez ce que ça a pu donner, quand les services étaient injoignables. Voilà, quelques chiffres pour terminer, pour nous amuser, mais ça n'engage que moi. Quand je vous dis que je séquence les choses, voilà, faisabilité PLU, voilà, c'est une demi-journée, une journée, enfin voilà, on regarde, c'est sur le papier, hein, entre les photos Google Maps, etc. Bon. Ensuite, la faisabilité administrative, bah, ça demande un peu plus de travail parce qu'il faut quand même dessiner, il faut modéliser, il faut mettre les formes urbaines avoisinantes, il faut tenir compte de tout ça. Voilà. Si après tout ça est ouvert, eh bien, il y a la faisabilité architecturale. Il va falloir aussi retravailler parce qu'il faut commencer à se mouiller sur l'expression architecturale et puis sur les volumes. On est sur un début d'expression, notamment emporter l'adhésion des parties prenantes, Architecte des bâtiments de France, mais aussi la mairie, etc. Ensuite, vous allez avoir justement, présenter ça au maire d'arrondissement, aller voir l'association du Vieux-Paris s'il y a lieu, ou l'association patrimoine 20e siècle. Voilà. Donc vous voyez que c'est du temps, c'est des réunions, c'est du travail. La phase suivante, sur la slide suivante, vous allez avoir ensuite à faire quand même pas mal de diagnostics. En gros, j'ai mis entre 15 000 et 50 000 euros qui sont décomposés ci-dessous, des relevés de géomètres qui peuvent aller, voilà, les héberges, les terrasses, les machins, le nivellement d'îlots, enfin plein de choses, des diagnostics de reconnaissance, de structure, de fondation, études de sol, les carrières, toutes ces choses-là, des diagnostics aussi sur les toitures existantes, les combles, les VMC existants, parce qu'il va falloir les prolonger, tout ça, les diags, évidemment, amiante avant travaux, ascenseur, parce qu'on va devoir le prolonger, ou en créer un, des diagnostics réseau. Et vous voyez que tout ça, et je vais conclure là-dessus d'ailleurs, pour respecter le timing, tout ça, ça prend quand même, la slide suivante, ça prend un certain temps. En gros, un permis, moi je dis pour être un permis purgé de tout recours, c'est entre, je sais pas, 70 000 ou 100 000 euros d'investissement, hein, que ce soit un projet pour faire 300 mètres carrés ou 800.
C'est vraiment, et c'est du temps long. Donc, qui va prendre le risque d'un tel investissement? La copro, jamais. Donc, elle va être obligée de se remettre à un promoteur qui, lui, va prendre ce risque, qui le fait payer cher, c'est normal. La copro va être ensuite déçue. Comment? Alors, oui, moi j'ai bien vu, j'ai compris qu'il construit à 5 000, il vend à 10 000 et il nous donne que 1 000 euros en gros par mètre carré créé. Oui, ça, c'est bon. Et donc, c'est pas évident, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de ratio, et c'est pour ça que le modèle, aujourd'hui, il a du mal à trouver son rythme de croisière. Encore 3 diapos. La suivante, c'est pour vous signaler un petit outil qui est intéressant, qui s'appelle Ligne de toit, qui est issu d'une recherche avec l'ADEME, qui est un petit logiciel sur Excel qui vous permet d'appréhender au plan technique, voilà, vous rentrez votre copro, son âge, etc. Je rajoute un ou deux niveaux, ça vous calculez très sommairement des descentes de charge et des choses. Donc, bon, voilà, c'est un outil qui peut vous accompagner pour fiabiliser un peu votre projet. Et pour terminer, 2 planches à bibliographie. La suivante, qui passe pas, si, non. Bon, bah, je citais quelques exemples de surélévation, de bouquins sur la surélévation. Apparemment, ça passe pas. Eh bien, écoutez, vous les aurez, vous les aurez quand vous recevrez les slides. Je citais des bouquins suisses, je citais aussi le bouquin récent qui a sorti Opfactor, la solution des bâtiments, voilà, et puis d'autres références. Écoutez, voilà, moi j'en ai terminé pour mon heure de présentation un peu speed, un peu rapide de cet enjeu de potentialité de surélévation. Pour résumer, que des avantages, mais un parcours difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions par chat ou en direct? Je ne sais pas comment on va gérer le dialogue. Oui, on a plusieurs questions. Je vais tout de suite vous lire. Alors, donc on a une première, je dis, le propriétaire du dernier étage veut faire un duplex, en a-t-il le droit? Quelles sont les obligations de ce propriétaire envers la copropriété? Le syndicat peut-il obtenir une rétribution en raison de la gêne occasionnée par les travaux et de la perte par la copropriété, donc qui perd l'avantage à faire elle-même cette surélévation et les gains en vendant cet appartement? Alors, le copropriétaire du dernier étage, il n'est pas propriétaire de tout le ciel qui est au-dessus. D'ailleurs, son étage s'arrête avec mettons la dalle terrasse, c'est une dalle terrasse, qui elle est une partie commune et pas une partie privative. Donc, il ne peut pas la prendre en jouissance en disant bon, c'est pas grave, je vais par-dessus. Donc, il doit, après s'être assuré qu'il a le droit au plan urbain de faire cette surélévation, ça c'est son architecte qui lui dira, il va falloir qu'il négocie avec la copropriété pour acheter ce droit à construire, parce qu'il ne lui appartient pas. Ce droit à construire, s'il existe, il appartient à la copro. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai que c'est une bonne idée pour créer des duplex, parce qu'on n'a du coup même pas à prolonger la cage d'escalier, puisque le dernier niveau est desservi par l'escalier, voire l'ascenseur. On n'a pas de prolongement à faire, puisque le duplex sera desservi par un escalier intérieur depuis le dernier étage existant. Mon écran est passé tout au noir. Je ne sais pas si le son est passé aussi tout au noir. Je n'entends plus. Non, je crois que ça a été. Bon. Voilà la réponse courte. Hein. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas vous octroyer comme ça. Et donc, vous aurez à acheter le droit à construire s'il existe auprès de la copropriété. OK. Alors, suite à la création d'un duplex, les tantièmes de l'ascenseur de l'appartement ayant créé ce duplex doit-il augmenter? Oui, parce que les tantièmes, enfin à mon avis oui, hein, parce que les tantièmes ils sont calculés par, enfin je sais pas, non, je sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est calculé à la fois en fonction de la hauteur de l'étage desservi, mais dans les clés de répartition il y a forcément la surface du logement aussi. Donc à mon avis ce sera plutôt oui. D'abord il faut voir comment est rédigé le règlement de copro et peut-être conseiller un juriste.
Ok, Interroger un juriste. d'accord. Autre question, la surélévation d'un bâtiment de 4 étages implique-t-il une obligation d'installation d'un ascenseur? Mais écoutez, vous vendrez jamais. Alors oui, parce que Sauf à impossible. la réglementation neuve, vous construisez sur le toit, donc vous êtes sur une réglementation neuve. La réglementation neuve dit qu'à partir du troisième étage, on doit être desservi par un ascenseur. Mais de toute façon, indépendamment de cette chose-là, qui va aller acheter un appartement au sixième étage qui va coûter son prix, hein, mettons 10 ou 12 000 euros du mètre carré, en montant ses sacs, ses courses sur le sac à dos. Donc oui, il Ouais, faut, je ça veux va dire, de soi. si vous voulez vendre en hauteur, forcément, d'abord, oui, la réglementation vous dira, oui, ben, vous êtes en telle famille. Méfiez-vous aussi, je ne parle plus de choses architectes, mais je le dis quand même aux copropriétaires qui peuvent nous écouter, c'est que créer la hauteur, rajouter les étages, peuvent faire changer la famille incendie de votre bâtiment. Alors, c'est pas parce qu'on construit du neuf là-haut que tout l'immeuble en dessous doit être mis aux normes du neuf, parce que c'est souvent impossible, notamment l'encloisonnement des cages d'escalier. Mais voilà, il faut regarder ces choses avec beaucoup d'attention sur les droits et obligations. Et sans doute négocier, demander des dérogations avec des compensations. Je prends un exemple concret. Quand vous surélevez, votre cage d'escalier, aujourd'hui, elle n'est pas encloisonnée. C'est-à-dire que vous avez l'escalier, un palier qui dessert directement une ou deux portes palières. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. Quand on fait des immeubles même de 3 niveaux, on est obligé d'avoir une cage d'escalier qui est encloisonnée et donc désenfumée. S'il y a le feu, les portes sont fermées, il y a le feu il y a un exutoire en haut qui va évacuer la fumée. Mais vous sortez de la cage d'escalier et vous tombez dans un palier qui, lui, va desservir. Donc, le feu ne peut pas se propager dans ce palier-là. Et donc, aujourd'hui, c'est obligatoire pour les logements qui sont troisième famille, c'est-à-dire à partir du A+3. C'est sûr, dans les bâtiments anciens, cette réglementation n'existait pas, elle n'était pas applicable, mais vous ne devez pas aggraver. Donc, vous pourrez peut-être avoir l'autorisation par les pompiers de conserver votre cage non encloisonnée, parce que c'est techniquement pas possible de le faire sur les parties existantes. Par contre, ils vous demanderont d'encloisonner la dernière volée pour retrouver la réglementation des bâtiments d'aujourd'hui. Ok, merci pour ce détail. Alors, donc là, on passe à un autre sujet. Où trouve-t-on les hauteurs des bâtiments à Paris? Question Ah ben dans le PLU, Mm. enfin, je ne sais pas si vous voulez dire les hauteurs maximum constructibles ou les hauteurs Alors, des peut-être les immeubles deux. eux-mêmes. Ouais. Par exemple, les hauteurs Alors, existantes d'un immeuble. méfiez-vous de tous ces sites avec l'effet waouh, hein, des sites en 3D qui vous avez l'impression, ah ouais, toute la ville est faite, tout c'est modélisé, c'est vachement bien. Ce sont des open data qui sont globalement fausses, enfin globalement justes, mais à la parcelle souvent très fausses. Moi, j'ai fait le test sur mon immeuble, vous pouvez y aller, hein, il y a plein de sites qui vous proposent du 3D comme ça. Alors, si vous travaillez là-dessus, ben, vous risquez de tomber de haut après. Enfin, il faut aller sur le site et voir, etc. Vous vous rendez compte, moi, chez moi, il manquait un niveau. Il disait que c'était un niveau de 1990, alors qu'il date de 1930. Et pourquoi il dit de 90? Parce que c'est en 90 qu'il y a eu cette fermeture de loggia, je vous expliquais, de balcon. Et ça a effacé le reste. Donc, attention à ces sites d'open data qui vous font un effet waouh étonnant, parce que vous avez tout le 3D, le machin, et puis vous pouvez faire votre dent creuse, puis la monter, etc. D'abord, et puis, vous avez des outils qui gèrent aussi automatiquement la forme urbaine, qui vous génèrent la forme urbaine. Généralement, ils ne le font que depuis la rue. Mais n'oubliez pas que vous avez plein de règles à respecter vis-à-vis des fonds mitoyens ou des fonds latéraux qui peuvent faire que, enfin, qui font que de toute façon, les règles automatiques de déduction des volumes en regardant que les prospects depuis l'espace public sont une source de. Enfin, c'est qu'une partie du sujet. Si vous ne regardez pas le reste, et aucun logiciel est capable, parce qu'il faut aller voir dans les fonds voisins, derrière, est-ce que la fenêtre du rez-de-chaussée, c'est un logement, auquel cas c'était le prospect, est-ce que c'est un bureau, auquel cas c'est un autre prospect, enfin une autre règle. Voilà, donc pour l'instant, les machines avec l'intelligence artificielle sont encore assez réduites pour faire une enveloppe fiable ayant vu tous les aspects des choses.
ce sera à peu près fait du côté rue, mais vous verrez que d'ailleurs votre rue est en pente et le site, lui, vous présente des rues plates partout. Voilà, donc méfiance. Donc vous pouvez trouver, pour répondre à votre question, ces règles de hauteur sur ces modélisations avec les bémols que je mets. Par contre, vous avez dans le PLU par grand zonage, les règles des 27 mètres de hauteur. Enfin, oui, il y a des par quartier, puis il y a des faisceaux aussi, des faisceaux de cônes avec une vue qui doit rester dégagée. Voilà. Dans le PLU, vous trouvez beaucoup de choses. Dans l'agence parisienne, ce qu'a fait la Pure, hein, pour rester sur Paris, l'agence parisienne d'urbanisme, vous trouvez aussi beaucoup d'excellentes analyses urbaines. Ok, oui, ça vaudra le coup de partager aussi leur étude. Alors, autre question, lors de l'ajout d'un étage pendant les travaux, comment se passe l'habitation des personnes du dernier étage? Est-ce qu'elles sont relocalisées aux frais de la copro ou pas? Ah ben, ça, il y a la question des engins du survol, là aussi, hein, il y a des autorisations urbanistes, il faut regarder, c'est pour ça qu'on vise plutôt les techniques de construction avec de la préfabrication pour réduire les temps de survol, etc. Ça, il faut regarder aussi, parce que les autorisations d'ouvrir des chantiers avec les grues, vous n'avez pas le droit en fait de faire survoler une grue, les grues habituelles, parce que si les charges tombent, voilà, ça peut aller écraser l'étage, puis le deuxième, puis le troisième, le quatrième, troisième, deuxième. Enfin, voilà, il y a des risques. Il faut regarder ça attentivement. On évite, enfin voilà, si c'est bien pensé, bien construit, on peut éviter de déménager tout le dernier étage. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des reprises de toutes les gaines, toutes les distributions d'eau et d'évacuation et de ventilation, elles seront il faut assurer la continuité du service. Hein. Alors, s'il y a une période où le projet est complexe et qu'on est obligé de neutraliser les choses, peut-être que oui, il faudra, dans le périmètre économique du projet, prévoir la délocalisation, l'hébergement pendant un mois sensible, un laps de temps des copropriétaires concernés au dernier étage. Mais on se débrouille généralement pour éviter ces interruptions. Après encore une fois, hein, en matière de surveillance, il n'y a pas de voie royale, c'est toujours des moutons à 5 pattes. Hein. On est sur du cas par cas. Ouais. Alors, que conseillez-vous à un copropriétaire qui souhaite réaliser l'investissement d'un agrandissement en surélévation de son logement, plus 70 mètres carrés? Est-il possible de faire voter une intention de vente des droits à construire, lots à créer ultérieurement, qui soient contraignantes afin de ne pas engager les frais inutilement? Architecte, géomètre, études de faisabilité. Écoutez, si vous trouvez un architecte qui travaille gratuitement, un géomètre qui travaille gratuitement et un notaire même qui travaille gratuitement, l'affaire est réglée. Ils vont vous faire des études gratuites et vous n'aurez plus qu'à décider si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Mais enfin, ce n'est pas un système qui peut marcher longtemps, d'abord parce que voilà. Bon. Donc, c'est vrai que nous, architectes, on est souvent habitués à des prises de risques. Hein. Les promoteurs nous le font faire très souvent, on le sait, on est habitués, mais faut limiter ça. Sinon, je vous ai dit que aller jusqu'à un permis accordé certains CDD bourgs de 70 000 à 100 000 euros. Alors, je ne parle pas pour celui qui surélève son duplex, je parle pour des projets un peu plus complexes. Donc, on ne peut pas demander aux prestataires que nous sommes, architectes, géomètres et autres, de faire ça gratuitement. Ce n'est pas supportable. Par contre, c'est bien ce que le promoteur fait. C'est pour ça qu'il le fait payer. C'est normal, il fait payer toute cette avance de fonds. Il va avancer les fonds pendant 1 an ou 2 ans. Toutes ces études, c'est lui qui va les payer jusqu'à obtenir le permis purgé de tout recours. Donc, c'est des investissements lourds et c'est dans sa fonction, hein, c'est ce que font tous les promoteurs. Alors, ce n'est pas leur argent, hein, c'est celui des banques, mais pour que les banques suivent, il faut que le promoteur ait pignon sur rue, il faut montrer un dossier en béton, sans jeu de mots, carré, le feu vert des bureaux de contrôle, des assurances, voilà, il faut que tous les feux soient ouverts. Il ne faut pas bricoler hein, sur un chantier de surélévation. Et le promoteur prend le risque, évidemment, d'assumer toutes les conséquences sur tout ce qui est en dessous,
de son étage surélevé, hein, s'il y avait des sinistres, s'il y avait des sujets de structure, etc. Donc c'est pour ça que c'est un vrai travail qui doit être mis entre les mains de professionnels. Celui qui habite le dernier étage, qui est aujourd'hui sous une toiture qui est en comble non habité, et qui négocie auprès de la copro de pouvoir privatiser en rachetant les droits à construire, c'est pas très sorcier. C'est comme si tout d'un coup on redressait la charpente, on ne va pas rajouter tellement de poids. Et voilà, donc faut pas, je ne veux pas non plus vous faire peur. Il y a des cas très simples. Il y a des cas très simples. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas de règle. Un mot, je n'ai pas bien compris les conditions de. Pourquoi ma main levée? Je sais pas, je vois pas le message. J'ai vu un truc qui s'est affiché. Ah, alors c'était peut-être dans l'onglet discussion. Non, je sais pas. En tout cas, pour les personnes qui nous écoutent, ah si, je le vois. Je n'ai pas compris les conditions de vote au niveau de la copropriété pour que le projet soit voté. Accepté. Ben, enfin, bon, je ne vais peut-être pas revenir en arrière sur les slides parce qu'il faut les rallumer, mais vous avez l'article 24, l'article 25, l'article 26. C'est le plus contraignant qui s'appliquera parce que s'il y a plusieurs immeubles dans la copropriété, déjà, il faut que même les immeubles non surélevés puissent donner leur accord. Souvent, ils sont dans une ASL. Et s'il y a un immeuble unique, ben, il faut que la copropriété donne son accord de cession de droit à construire. Et le gros sujet, c'est déjà de donner l'accord, parce que certains copros ne veulent pas que leur immeuble bouge, ou ils ont peur, voilà, donc ils vont faire de la réticence. Après, s'ils voient que ça peut ramener 1 million ou 500 000 euros, ou 3 millions, ça dépend de la taille du projet, et ils changeront sans doute d'optique, parce que ça peut les intéresser. Donc, il faut trouver cet équilibre gagnant-gagnant, mais il ne faut pas se raconter l'histoire. D'ailleurs, c'est des gros sous, quoi. Mais s'il y en a qui estiment qu'ils vont être lésés, ils voteront contre. Donc, il faut trouver un juste équilibre, et c'est ça qui prend beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie. Il faut essayer de pacifier les rapports. C'est pas facile. On sait tous comment ça se passe, les rapports dans une copro. Voilà. Il y a énormément de psychologie là-dedans. Ouais, comme pour tout projet en copropriété. Ouais. Vraiment. Alors, je vais revenir sur une question technique. Après, il y a une dernière question qui m'est adressée plutôt. Donc, peut-on supprimer les cheminées inutiles pour économiser du poids? Ou alors là, ce sera marginal, hein, le poids que vous allez, c'est marginal. Par contre, alors, supprimer les cheminées, il faut voir ce qui est déjà dit dans le règlement de copropriété. Si sur toute une verticale, personne n'utilise ces cheminées, de toute façon, si c'est des vieilles cheminées à bois d'autrefois, il faut déjà les fermer pour éviter les tirages d'air et intempestifs qui fait que vos calories de chauffage partent dans le ciel par l'effet cheminée. Donc, si elles sont inutilisées et qu'il y a l'accord de tout le monde de les fermer, vous pourrez peut-être les fermer, sauf un avis contraire dans le règlement de copropriété. Mais vous n'allez pas casser. Alors après, vous pouvez dire, ben, dans chaque appartement, je casse le truc, donc je récupère un demi-mètre carré. Ça reste à voir, hein, parce que les conduits, ils sont pas forcément, ils sont quelquefois, on le voit, hein, dans les traces des pignons, sont des pignons en meulière, là. Ça dépend comment ils sont localisés. Non, par contre, il y a la question de la ventilation. C'est vrai que les immeubles anciens, beaucoup d'immeubles anciens n'ont pas de ventilation mécanique. Ce sont des conduits shunts qui marchent quand il y a un différentiel de température. Donc, ça marche 3 mois, 4 mois dans l'année. Hein, quand votre air chaud dans le logement est à 20 degrés et que dehors il fait 0, oui, là, ça tire bien. Mais dès que les températures s'équilibrent, il n'y a plus de tirage. Alors, ce n'est pas trop grave parce que comme ces immeubles, si les fenêtres n'ont pas été changées, ben, c'est des vrais courants d'air. Que oui ou non, c'est largement ventilé. À partir du moment où vous faites une ITE, vous changez les fenêtres, vous devez regarder en même temps la question de la ventilation.
pour ça que quand on parle des travaux étalés dans le temps, au coup par coup, les gestes, voilà, il faut faire une approche globale parce que tous ces sujets sont forcément liés. L'isolation, que ce soit les parois opaques ou les fenêtres et la ventilation, c'est des choses qu'il faut traiter au même moment. Sinon, vous allez créer du sinistre le temps que vous mettiez en place, si vous attendez 3 ans pour mettre en place une bonne ventilation alors que vous avez complètement étanchéifié à l'air votre immeuble grâce aux isolations, enfin, aucun professionnel, normalement, vous autorisera à le faire. C'est pas sérieux, là, on sort des règles de l'art. Mais donc, oui, les cheminées, si les cheminées à feu de bois, bah, après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, hein, demain. Alors, peut-être qu'elles seront un jour nouveau utiles, donc je ne sais pas s'il faut les enlever. En tout cas, veillez à ce que le courant d'air produit par ces cheminées, si elles ne sont pas obturées, soit traité. Ok. Et du coup, par rapport à l'intérêt justement d'être dans le cadre d'une rénovation globale où on embarquerait en même temps la surélévation, il y avait une question, donc plutôt pour moi, s'il y a la possibilité de compléter le budget de rénovation si la surélévation ne couvrirait pas intégralement le coût. Oui. Donc, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de bénéficier des subventions allouées à la rénovation énergétique. D'où l'intérêt de commencer par un diagnostic technique global pour identifier toutes les potentialités et d'estimer le gain énergétique des travaux, puisque du coup, ce sera toujours le même fonctionnement. Les aides vont dépendre du gain énergétique de votre projet. Voilà. Oui, c'est vrai que si une copro a la volonté d'utiliser son potentiel de surélévation et sait qu'elle doit de toute façon rénover son bien, c'est peut-être bien, si on peut avancer vite sur le projet de surélévation, de voir l'enveloppe que ça va dégager pour après ne pas avoir à emprunter ou à faire, voilà, s'il y a de l'argent frais qui arrive. Et l'idée qu'on a défendue depuis longtemps au plan bâtiment durable, puis qui est essaimée maintenant, c'est il faudra encore d'ailleurs l'encourager. Vous savez, ces travaux neufs, ils sont taxés à 20% de TVA. Nous, on a proposé une TVA à taux réduit à condition qu'on démontre que tout l'argent généré sert à faire des économies d'énergie à la copro. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc il y a encore du chemin à faire pour sans doute trouver des curseurs qui soient plus faciles à manier, qui incitent davantage de gens à y aller. Il y a ces questions de fiscalité que j'ai évoquées, il y a la question de la TVA, bien sûr, la question de la taxation de la valeur ajoutée, enfin de la plus-value engendrée. Enfin, voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut aussi examiner dans ces projets de surélévation. Mais l'idée, c'est de dire aux copros, rénover, ça coûte entre 15 000 et 30 000, 35 000 du logement, selon qu'on a déjà changé ses fenêtres, selon que qu'on a un petit logement ou un grand logement. C'est vrai que ça fait des masses d'argent. Donc, si on a son trésor caché sur le toit, qu'on peut céder les droits à construire ou dans une petite parcelle résiduelle, ben voilà, c'est autant de moins à dépenser. Je voudrais quand même rappeler aussi à ceux qui nous écoutent que on se fait des frayeurs quand on dit c'est un projet, il y a pour 3 millions ou 2 millions ou 1 million. C'est des sommes qu'il faut avoir en tête, mais il faut vite les oublier pour regarder en fait le reste à charge que chacun aura à supporter en fonction de la taille de son logement, en fonction de l'économie qui va être engendrée par la réduction des perditions, en fonction des aides MaPrimeRénov'. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le reste à charge, il va osciller entre 50 euros et 200 ou 250 euros par mois avec un éco-PTZ sur 15 ans. Voilà, enfin, c'est des constantes qu'on retrouve un peu. Ça, c'est histoire de dédramatiser un peu la chose. Et quand on a, mettons, un reste à charge de 70 euros par mois ou de 100 euros par mois, calculez plutôt ce que ça va vous coûter par mois si vous ne faites rien, sans parler de la dévalorisation de votre patrimoine. Au prix de au prix des folies qui se passent au plan de l'énergie, vous allez dépenser la même chose en énergie chaque mois, quoi.
Donc aujourd'hui, il y a quand même, grâce au travail, on est à Paris, donc on peut rendre hommage au travail de l'Agence parisienne du climat, à des accompagnateurs très indispensables comme Solia Urbanis, parce que ce sont des tiers de confiance indépendants qui peuvent apporter une parole qui est entendue à la copro. Quand un archi ou un syndic ou un entrepreneur parle de travaux dans une copro, on est tout de suite taxé de vouloir gagner notre vie sur le dos de cette pauvre copro. Solia, Urbanis ou la PC auront des paroles qui seront les mêmes que les nôtres, mais eux seront entendus parce que c'est des gens qui sont pas liés aux travaux de rénovation. Il y a ça, hein, il y a cette histoire de confiance il faut la gagner, la confiance. Complètement. Alors, on a encore pas mal de questions, mais comme là, on arrive à la fin de notre webinaire, je vous propose de répondre à une dernière question qui concerne le PLU. Ouais. Pour les autres questions, je vous invite à revenir vers moi. Vous aurez mon mail suite à l'envoi de la présentation que je ferai dès demain. Et puis, du coup, on a notre plateforme Coach CoPro que j'ai présentée au tout début pour que vous soyez mis en relation avec le conseiller de votre arrondissement. Donc, il y avait une question notamment sur le 19e arrondissement. Donc, vous pourrez être accompagné pour la suite. Donc, dernière question. L'article 210 de la loi Climat et Résilience prévoit la possibilité de déroger aux règles de hauteur définies dans les Ouais. PLU pour les constructions exemplaires sur le plan Ouais. environnemental, dès lors Ouais. que le dispositif de construction nécessite une hauteur plus importante qu'un procédé traditionnel. Du coup, comment en bénéficier pour rehausser une toiture d'immeuble mal isolé? Alors, c'est une excellente question. Ces bonus de COS, hein, ça s'appelle bonus de constructivité. Ils existent depuis avant la loi que vous venez d'évoquer, puisqu'on y avait c'est déjà des mesures qui existaient en RT 2012 et même peut-être avant, quand on faisait de la construction qui allait au-delà de la réglementation, il y avait ce qu'on appelle ce bonus de COS. Alors ça, c'est l'État qui le décrète. Allez convaincre le maire d'accorder, où que ce soit, un bonus de COS pour se faire ensuite incendier par ses électeurs futurs pour le prochain mandat, qui disent comment, pourquoi lui, nous on était limité, hein, pourquoi lui il fait plus, etc. Ça fait plus d'ombre. Voilà, donc c'est une très belle idée, le bonus de COS, pour encourager les parties prenantes à aller au-delà de la réglementation et faire des projets exemplaires. Mais cette carotte qui est offerte, elle a très peu de réalité. Enfin, elle ne risque pas à la réalité des relations du maire qui veut protéger, qui ne veut pas être un maire expansionniste, machin. Enfin, donc moi, on a toujours rêvé à ça, on n'a jamais pu le mettre en place. Enfin, je n'ai jamais pu le concrétiser sur un projet. Vous savez, à Paris, vous aurez, il y a des discussions, on le sait, hein, bien ouvertes avec les architectes des bâtiments de France. Quand vous allez voir un architecte bâtiment de France, ça peut leur faire des études de faisant, dire voilà, j'ai vu le PLU, j'ai vu l'architecte Voyer, je peux rajouter, mettons, 2 niveaux, ou 3 même, le PLU m'autorise, et même je suis en dessous du maximum, mais comme je suis un garçon raisonnable, hein, on n'en fait que 2, 3. L'ABF peut vous dire oui, ok, oui, vous avez le droit, mais moi je suis l'État, eux c'est la ville, et moi ça ne me va pas. Donc ils auront le dernier mot. Donc, en même temps, si la France est le premier spot touristique au monde, c'est bien aussi par la qualité de ses paysages, de ses villes, de ses voilà. Donc, je ne critique pas le fait qu'il y ait des gardiens du temple. Par contre, il faut mettre un peu de liant et de souplesse dans tout ça, d'autant que d'un ABF à l'autre, vous pouvez avoir des avis totalement différents. Donc, c'est terrible parce que c'est pour ça que je réclame ce guichet unique, pour qu'on soit très vite fixé, qu'on arrête de faire rêver les gens ou dépenser des mois de travail si, in fine, ça sera un avis négatif. Et le maire n'ira pas au-delà d'un avis d'un ABF qui veut un avis conforme, il n'ira pas au-delà. Il n'a pas le pouvoir. Donc voilà, ça c'est un sujet franco-français, parce que quand vous voyez les exemples que je vous présente à l'étranger, ça se lâche beaucoup plus, hein, ça se lâche beaucoup plus, alors quelquefois à l'excès, hein, mais bon, voilà, c'est un sujet délicat.
délicat bon, et même sans surévaluation, on a sur chacun de nos dossiers de copropriété toujours des sujets pas faciles de discussion avec les architectes des bâtiments de France, ou certains d'entre eux, qui ont leur vision. Je ne parle même pas d'intervention sur façade rue, hein. Je parle d'intervention sur cour à propos d'isolation thermique, où en gros, ils nous donnent des prescriptions qui interdisent à jamais d'obtenir les 35% d'amélioration énergétique, donc de perdre les aides MaPrimeRénov'. Alors vous avez d'un côté l'État qui vous dit vous devez rénover vos copros et je vais vous accompagner si vous faites des efforts pour aller au-delà de 35% d'amélioration. Et le même État, au travers d'un autre ministère, vous dit non, moi, pas question que vous mettiez cette couche isolante, vous mettez beaucoup moins. Et là, on est sûr de ne pas atteindre les 35%. L'État ABF, dans ce cas-là, pourrait dire à leur décharge, il dit écoutez, isolez par l'intérieur, hein, et vous obtiendrez les 35%. Donc, je jette la pierre à personne, mais aujourd'hui, on est quand même confronté dans nos dossiers à faire rêver les copros sur, même indépendamment de la surélévation, sur des performances qu'on va atteindre, mais on peut très bien, dès un moment, se faire démonter le projet, si on n'a pas pris concertation avant avec l'architecte des bâtiments de France, se faire démonter le projet et revenir penaud devant la copro en disant on est désolé, mais finalement, ce qu'on vous a promis, on ne peut pas le faire. Oui, d'où l'importance de consulter en amont, d'être bien accompagné. Oui, mais c'est pour ça que moi j'aimerais avoir ce guichet unique, notamment sur le sujet sensible de la surélévation, parce que c'est tellement lourd qu'il faut percer l'abcès tout de suite, quoi. S'il y a abcès, doit y avoir, il faut le percer tout de suite. Eh oui, bon, écoutez, on est là pour ça, mais pour accompagner toutes ces copropriétés. Bien sûr, vous n'êtes pas seul. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voulez conclure par un mot. Oh non, moi j'étais déjà très bavard. J'espère que ça a permis aux téléspectateurs de répondre à la question et que ça leur donne envie de persévérer dans cette voie-là, parce que c'est un beau sujet, mais soyons conscients que ce n'est pas un truc qui se règle en claquant du doigt, quoi. Complètement. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Pellegrin, pour votre intervention de ce soir. C'était très complet. Merci à vous tous. Voilà. À vous tous. Merci d'avoir regardé. Et puis, à bientôt, j'espère. Oui. Très bonne soirée. Je vous envoie le truc pour que vous puissiez l'envoyer. Oui, je diffuse largement demain. OK. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour démarrer un accompagnement. N'envoyez pas la version que je vous ai laissée là. Je vais corriger 2-3 petites coquilles que j'ai vues dans le. Enfin, j'ai eu une coquille quelque part. Ouais. Ça marche, parfait. Donc, elle sera mise à jour. Super, bonne soirée. Au revoir.